de suivre et de présider cette dernière session donc, de ce colloque. Alors, la session donc, de cet après-midi, cette deuxième session est intitulée Crise politique, persécution et mémoire. Et donc, nous allons évoquer la question des discriminations et des persécutions donc, à l'époque contemporaine, avec plusieurs des meilleurs spécialistes. Et nous allons d'abord entendre celui qui est avec M. Nataf, donc un peu la cheville ouvrière de ce beau colloque, à savoir Martino Opiizzi. Martino est un ancien membre de l'École française de Rome, il est chercheur associé aujourd'hui à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Il est franco-italien, il a la nationalité française aussi, je peux le dire. Il est arrivé comme italien et il est reparti comme franco-italien, autant le dire. Et donc, c'est un spécialiste des juifs italiens, mais des juifs tout court, donc de Tunisie. Et sa thèse a été publiée aux presses universitaires de Rennes sous le titre donc, Les Juifs italiens de Tunisie, donc pendant le fascisme, avec comme sous-titre une communauté à l'épreuve. Donc nous allons entendre Martine, combien 20 minutes 25 minutes. Bien, donc 25 minutes maximum, donc avec une communication intitulée donc opposant aux collaborateurs, les Juifs italiens face à la montée du fascisme. Martino, c'est à toi. Oui. Alors, je remercie naturellement Marianne Barbonucci pour cette belle introduction et je vais présenter ma communication qui, sans surprise, est tirée de ma thèse. Donc, j'espère de pouvoir donner quelques jalons sur mon travail et de susciter quelques pistes de réflexion sur les rapports entre les juifs italiens en Tunisie et le fascisme, qui reprend un peu la question du patriotisme des juifs livournais, les limites de ces patriotismes et les contradictions de ces sentiments. Tout d'abord, je voulais, juste pour déplacer un peu la réflexion sur les terrains de l'histoire politique, rappeler le contexte historique dans lequel se déroule la pénétration du fascisme en Tunisie. En fait, ce n'est pas un cas exceptionnel, même si c'est un cas tout à fait particulier. Vis-à-vis des communautés italiennes à l'étranger, le régime fasciste cherche une espèce d'emprise à la fois politique et sociale sur les immigrés, avec le but avoué de renforcer les liens avec la mère patrie, mais aussi créer une adhésion idéologique totale. Là, je m'amuse à citer Marianne Barbonucci elle-même qui a publié sur ces sujets. Le fascisme visait, je cite, à reproduire au sein des microcosmes étrangers l'organisation sociale et culturelle qui avait été imposée dans la péninsule. Donc l'objectif était donc de former non seulement des bons Italiens à l'étranger, mais aussi des bons fascistes. En Tunisie, cette offensive idéologique se heurta pourtant à des obstacles à la fois géographiques, ce qui est assez évident, la distance limitait l'action directe du gouvernement italien et de Mussolini sur les immigrés, sur le reste de la société, mais aussi des obstacles juridiques, du fait que le protectorat français garantissait à tout citoyen européen des droits d'expression, des libertés et des droits des citoyens, ce qui empêchait le contrôle total sur la communauté italienne de la part du fascisme. Et finalement, lié à ces contextes juridiques, la liberté politique garantie par le contexte juridique français, ce qui permettait aux antifascistes, aux opposants du fascisme en général, de bénéficier d'une liberté d'expression qui n'existait pas en Italie. Donc, une ambition d'encadrement des populations italiennes à l'étranger qui s'est heurtée à des limites concrètes. Et cela rendait urgent pour le régime de Mussolini de chercher des piliers au sein de ces communautés d'immigration. L'intense campagne de propagande en Tunisie, qui était fondée un peu sur l'idée que le pays était une colonie manquée, voire une colonie volée par la France à l'Italie, qui devait revenir à l'Italie pour être en plus dans son empire, devait s'appuyer sur la collaboration d'éléments locaux.
Et en même temps, le régime cherchait des boucs émissaires internes à la communauté italienne. Le message était: les communautés d'immigration sont en décadence, en particulier celle de la Tunisie, est en décadence, elle est affaiblie, donc il y a le fascisme pour la soulever, pour la redresser, pour la discipliner. Et donc, dans cette stratégie, les Juifs italiens apparaissaient à la fois comme des ressources et comme des obstacles. Donc, une nature un peu ambivalente, mais dont il faut apprécier quand même la complexité. Pourquoi des ressources et pourquoi des obstacles? Ressources parce que, comme on l'a répété à plusieurs reprises, les Juifs italiens en Tunisie composaient une population qui, dans l'imaginaire collectif, s'est présentée comme une élite, comme un groupe de notables. Les autorités françaises le définissaient comme l'élite intellectuelle et financière de la communauté italienne. Et c'est là, ils ont s'appuyé sur des éléments concrets. Les Juifs livournais étaient nombreux, par exemple, dans les conseils d'administration des institutions culturelles et aussi économiques de la communauté italienne, la Chambre de commerce, les banques, la presse, la Dante Alighieri, les associations de soutien pour les immigrés. Donc, leur soutien était fortement utile, voire nécessaire pour contrôler toutes ces infrastructures de la communauté italienne, par laquelle les efforts de propagande du régime pouvaient marcher. En même temps, les Juifs livournais étaient associés par les fascistes un peu à l'ancienne classe dirigeante de l'Italie libérale, étaient considérés comme une élite un peu trop bourgeoise, au sens qu'elle était liée à des idéaux démocratiques, elle était jugée francophile, franc-maçonne, plus orientée, disons, au bien-être matériel qu'aux aspirations idéales et idéologiques. Donc, les Livournais incarnaient un peu l'Italie préfasciste, avec le libéralisme bourgeois, la matérialité, l'intérêt privé. Même lorsqu'ils faisaient profession des fidélités au régime, leur attitude n'était pas considérée sincère. Donc, on trouve ces jugements dans la plupart des sources que je peux consulter, surtout aux années 20. Je cite par exemple en déclaration du gouverneur de la Libye, De Bono, en 1926. Disons, une déclaration assez nette. De Bono, à l'époque, décrivait au ministre des Affaires étrangères italien, Grandi, sous-secrétaire des Affaires étrangères, Grandi, la situation en Tunisie, et il présentait la population italienne dans le pays. Et il ajoutait: il y a aussi une partie, heureusement pas grande, des Juifs italiens qui, bien qu'aînés dans des familles installées en Tunisie depuis de nombreuses années, tout en montrant par des mots une grande sympathie envers notre gouvernement actuel, et même en se déclarant italiens des fois très purs, agissent dans les domaines des affaires avec un égoïsme répréhensible, sans trop se soucier des intérêts de la patrie. Celle-ci est la classe des pseudo-patriotes, des chasseurs impénitents d'honneur, qui font de l'italianité une matière de spéculation et de profit, afin de se mettre en vue et gagner des avantages du gouvernement, en formulant des télégrammes de félicitations à l'occasion des solennités patriotiques, pourraient commencer, le lendemain, à agir selon leurs exigences et les exigences de leur propre intérêt. Donc, il y a d'un côté le désir de s'assurer l'appui de cette élite, et de l'autre, la tendance plutôt à les rejeter. Et cela s'est traduit dans une relation assez ambivalente, et que je peux, j'ai pu résumer dans trois grandes phases, trois grandes périodes. Grosso modo, de 1921 à 1929, on peut observer une alternance des crises et d'équilibres précaires. C'est une période surtout dominée par une certaine opposition ouverte ou dissimulée par les notables livournais, et qui porte à des chocs très fréquents avec le gouvernement fasciste. Entre 1929 et 1937, on assiste à une phase un peu moins conflictuelle, une phase qui se marque plutôt par la recherche d'une coopération, une coopération à la fois politique et matérielle. Tandis qu'à partir de 1938, mais là je vais laisser plutôt la parole à mon collègue Michele Sarfatti, il y aura la rupture définitive avec la proclamation des lois raciales fascistes qui portent à l'épuration des institutions de la communauté italienne Tunisie, et donc la marginalisation définitive des élites livournaises. Donc, grosso modo, ce sont ces trois étapes
où s'articule le rapport entre fascisme et juifs livournais, mais bien sûr, il y a plusieurs nuances dans ces schémas. Donc, il ne s'agit pas, là je tiens quand même à le souligner, d'une histoire linéaire, c'est une histoire de rapprochement, de rupture et de recompositions successives. Moi aussi, que quand même j'ai dédié plusieurs années à reconstruire ce parcours, parfois j'avais du mal à comprendre toutes les dynamiques sous-entendues par ces relations conflictuelles. Disons que, par exemple, dans la première période, la période de 1921-1929, on observe une évolution assez contradictoire. Par exemple, en Tunisie, au début, le fascisme se présente comme le protecteur des droits et des aspirations des Italiens, et donc est bien accueilli par la classe moyenne, dont faisaient partie la plupart des Livournais. Donc c'est une période de convergence, et c'est là on peut l'observer à partir des plusieurs éléments. Par exemple, la montée au pouvoir de Mussolini en octobre 1922 avec la marche sur Rome est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par une partie des notables italiens de Tunisie. On peut observer les télégrammes envoyés par les associations comme la Dante et comme la Chambre des commerces à Mussolini, qui d'ailleurs à l'époque est déjà, nommé Duce du fascisme, c'est une appellation assez rare à l'époque, et avec des félicitations de la part de tous les notables. Donc il y a bien sûr une partie d'intérêt, mais qui montre quand même que le début du fascisme avec le premier gouvernement Mussolini était bien accueilli par les notables, même par les notables qui se déclaraient libéraux ou démocratiques. Et en plus, là c'est un élément encore plus intéressant, les Juifs italiens de Tunisie sont parmi les premiers fondateurs du Fascio local. Le Fascio était la section du Parti national fasciste à l'étranger. En Tunisie, ce Fascio naît à la fin de 1922 de l'initiative de deux, notables de la communauté italienne, qui sont le commerçant Salvatore Calò et l'armateur Guido Montefiore. Bien sûr, cette section du Fascio a une vie très courte. Il est pratiquement dissous après quelques mois, mais cette initiative montre quand même la volonté de certains notables de se faire remarquer comme les leaders du fascisme en Tunisie. Mais cette première convergence s'érode rapidement, parce que les fascistes locaux, disons les vrais fascistes, les fascistes un peu plus radicaux, réclament l'épuration immédiate des institutions de la communauté pour prendre la place des anciens notables, bien évidemment. Et dans le même temps, le gouvernement fasciste et le consulat à Tunis cherchent à marginaliser les notables livournais qui sont jugés trop tièdes. Et ces tensions culminent en 1926 dans un épisode qui peut être déjà connu par quelqu'un, celui de la défenestration des Livournais. En gros, il y a une espèce de scandale qui arrive en janvier 1926. Il y a le journal officiel de fasci italiens à l'étranger, qui s'appelait le Legionario, le Légionnaire, qui publie un éditorial. C'était un peu la voix officielle du gouvernement vis-à-vis des communautés d'immigration. Et dans cet éditorial d'une extrême violence, le Legionario accuse les notables italiens de Tunisie, et tout particulièrement les juifs italiens, d'être une espèce de caste qui faisait leurs intérêts de race contre l'Italie. Donc pour la première fois, les Livournais étaient explicitement ciblés en tant que juifs, ce qui provoque un véritable tremblement de terre dans la communauté italienne de Tunisie. Il y a une vague de démissions, de protestations de la part de tous les notables livournais, et cela ouvre une crise profonde qui sera réabsorbée pendant plusieurs années. À partir de 1929, on entre dans une nouvelle phase, parce qu'il y a eu déjà, disons, des tentatives d'épuration de la communauté italienne, mais des tentatives faites un peu à tâtons. À partir de 1929, il y a une politique beaucoup plus systématisée, beaucoup plus musclée, on pourrait dire. Il y a un nouveau consul qui arrive à Tunis, le consul italien Enrico Bombieri, qui a les idées très claires, réaliser la fascisation totale de la communauté italienne à travers l'épuration des institutions. Une épuration totale, une épuration qui porte à la marginalisation d'une bonne partie des anciennes élites, mais aussi paradoxalement au maintien de certains juifs livournais. Donc c'est une politique très musclée qui provoque des résistances, mais qui comporte aussi la recherche d'un soutien actif de ces notables qui se montrent prêts
à se rallier au régime. Donc c'est un peu la stratégie du bâton et de la carotte, pour ainsi dire. Donc la communauté juive italienne se polarise entre minorités d'opposants, parmi lesquels un noyau de jeunes communistes, et une majorité qui accepte la collaboration avec le régime, voire adhère avec enthousiasme au nouvel ordre. Et cette adhésion n'est pas seulement idéologique, parce que, je le souligne, adhérer au nouveau régime, ça veut dire aussi conserver une certaine influence dans la société, conserver des places de pouvoir au sein des institutions locales, augmenter le prestige social et accéder parfois à des avantages matériaux. Le régime combine ainsi récompense et violence pour consolider son soutien dans une communauté qui échappait à son contrôle direct. Pourtant, cette vague d'épuration apparaît particulièrement brutale. Si on observe toutes les sources de l'époque qui cherchent de décrire cette vague d'épuration des institutions italiennes en Tunisie, l'accusation d'antisémitisme contre le régime est assez fréquente. On dit qu'au nom de la lutte contre les élites jugées trop riches, trop influentes, le fascisme frappe directement les juifs italiens. Cette analyse se retrouve aussi bien chez les observateurs français, comme par exemple Charles Manchicourt, que chez les antifascistes italiens. Dans la presse comme la Voce Nuova ou l'Italiano di Tunisi, on trouve parfois des accusations assez nettes en ce sens. Tout le monde souligne que la propagande fasciste présente la bourgeoisie italienne comme, comme l'ennemi. Les juifs italiens sont assimilés à une bourgeoisie et donc sont considérés comme des ennemis. Donc on arrive un peu à la question cruciale, c'est-à-dire cette campagne idéologique d'épuration des institutions italiennes en Tunisie comporte une politique ouvertement antisémite. Est-ce qu'il y avait effectivement un désir d'épuration raciale avant 1938 contre cette population? La réponse est compliquée. Alors déjà, c'est intéressant le fait que les autorités fascistes locales, qui quand même sont assez cyniques très souvent dans leur description de l'épuration des politiques de la communauté, rejettent l'étiquette d'antisémite et la rejettent de manière assez forte, assez nette. Donc, par exemple, dans un rapport diplomatique de 1930, le consul Enrico Bombieri fait une déclaration très nette. Et il déclare, je cite, « Un des arguments préférés des polémiques de la part des antifascistes est le prétendu antisémitisme du consulat. On ne saurait pas imaginer un mensonge plus affronté. Il suffit de rappeler qu'à la présidence des principales institutions de la colonie, il y a précisément des juifs, qui sont d'ailleurs une infime minorité de peu plus de 2000 individus sur les 55 000 Italiens de Tunis. Le président de la Société des mutilés, de la Société d'aide mutuelle, du patronage aux émigrants, de la Société des bienfaisances, de l'orphelinat, l'administrateur délégué de l'hôpital, le vice-président de la Société sportive Italia, celui de la Chambre des commerces et celui de la Dentellieri, ils sont tous juifs. En fait, les seuls qui soutiennent cette thèse de l'antisémitisme fasciste, sont des éléments juifs francs-maçons irréductibles et antifascistes, heureusement peu nombreux et non influents, qui font recours à ces moyens pour obtenir l'approbation de leurs coreligionnaires et arriver ainsi au pouvoir, soutenus par la loge. Donc il y a quand même, disons, des démentis, mais assez ambigus. Vous voyez que le langage reste assez ambivalent. Il y a toujours cette association des juifs et francs-maçons, la loge, etc. Et en effet, le consul Enrico Bombieri et avec lui une bonne partie de l'entourage du ministère des Affaires étrangères qui gérait la fascisation des émigrés étaient englués dans une culture politique autoritaire qui partageait plusieurs préjugés antisémites, ce qui émergeait fréquemment dans la correspondance privée au public aussi. Donc parfois on dit que les Juifs ne font pas partie ethniquement de la communauté italienne. Parfois on fait des appréciations sur Albert Catin, notable de la communauté juive tunisienne, en le déclarant, en le définissant le chef ardent de la franc-maçonnerie qu'il dirige avec un sectarisme typiquement juif, ce qui est, disons, une appréciation assez antisémite quand même. Parfois, j'ai trouvé aussi des commentaires à la projection du film pacifiste à l'Ouest, Rien de nouveau, qui, selon le consulat italien, aurait été utilisé par la propagande judéo-soviétique.
Alors, c'est là en 1931. Donc voilà, il y a quand même un refus de se considérer antisémite, mais en utilisant souvent un langage, des idées, des discours, des préjugés qui sont tout à fait antisémites. Et pourtant, encore une fois, on observe un certain clivage entre le discours et la pratique. Ça veut dire qu'il y a quand même un discours imbibé de préjugés anti-juifs et antisémites, mais en même temps, on observe dans la pratique une épuration plus politique que raciale, au sens que, disons, l'épuration menée par le consulat est très attentif à ne pas trop éloigner les notables livournais qui se déclarent fidèles au régime. Les fascistes locaux, à partir de 1930, cherchent activement la collaboration des anciennes élites livournaises, et cela porte à des résultats parfois paradoxaux. Il y a pas mal de cas, par exemple, où il y a des institutions comme la Dante Alighieri ou comme la Chambre des commerces, où il y a des anciens francs-maçons d'origine livournaise qui sont expulsés, et ils sont remplacés par d'autres éléments, mais qui sont également des notables, également livournais, et parfois également anciens francs-maçons, mais qui tout simplement se sont déclarés fidèles au consulat, et le consulat les considère comme des éléments fiables. Et parfois, le consul lui-même est parfois très attentif à protéger ces nouveaux, disons, convertis à la fois fascistes, qui sont soupçonnés par la police politique qui espionnait un peu les activités des anciens francs-maçons italiens en Tunisie, et le consul les protège ces nouveaux convertis des soupçons de la police politique. Donc, et malgré les campagnes d'épuration des années 30, on observe du point de vue quantitatif que les juifs livournais conservent jusqu'en 1938, jusqu'au tournant antisémite officiel, une place très importante dans les institutions de la communauté italienne, à tout niveau. Par exemple, à l'hôpital Giuseppe Garibaldi, il passe de 13 à 9 postes de direction. Il y a une diminution. D'ailleurs, il y avait quand même une tendance à la diminution qui précédait le fascisme, donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais quand même une position importante. À la Dante Alighieri, la société culturelle, leur poids numérique dans le conseil d'administration est diminué. Il passe de la moitié à un quart des effectifs, mais il conserve la présidence de 1931 jusqu'en 1938. Et on retrouve également plusieurs notables d'origine livournaise au sein du consulat italien, et même à la direction des sections du consulat, des vice-consulats, partout en Tunisie. Par exemple, 3 vice-consulats sur 9 en 1937 étaient occupés par des Livournais. Il y a Amadia Livio Lombroso qui est vice-consul, à Djerba il y a Umberto Pariente, et à Gabès il y a Renato Sada. Donc il y a quand même une participation active aux institutions politiques, économiques et culturelles de la communauté italienne, même après l'épuration fasciste. Et d'autres indices encore suggèrent que l'adhésion au fascisme s'est généralisée entre 1930 et 1937. Et c'est là, je l'ai remarqué surtout par un élément qui peut apparaître un peu, disons, subtil, mais qui, à mon avis, est très parlante. C'est-à-dire que, par exemple, la presse, l'administration française de protectorat, les autorités italiennes indiquaient les juifs italiens de Tunisie comme les éléments les plus réfractaires au nouveau régime aux années 20. Aux années 30, le jugement est renversé. Les autorités coloniales françaises définissent les juifs italiens comme l'armature financière du fascisme italien. Il y a cette perception qui change dans la sphère publique, qui est partagée bien au-delà du milieu colonial, qui est partagée par les fascistes et par les antifascistes, et ça devient le nouveau sens commun, le nouveau statut public des juifs livournais. Et cela est paradoxalement confirmé, et là je vais conclure, en 1938. Je trouve que la proclamation des lois raciales et les retombées sur le contexte tunisien montrent de manière flagrante comme le statut public des juifs livournais change entre les années 20 et les années 30. De population réfractaire au fascisme à pilier du fascisme en Tunisie. En 1938, si on observe les réactions des observateurs locaux face à la politique antisémite fasciste,
On tombe bien sûr sur une condamnation du racisme fasciste, une condamnation des Mussolini, mais aussi on tombe sur des jugements très sévères vis-à-vis des Juifs italiens en Tunisie. La presse démocratique du protectorat condamne l'antisémitisme, bien sûr, il ne faut pas penser que c'est une presse qui est pro-fasciste, mais elle a du mal à présenter les notables livournais comme des victimes. Là, c'est quelque chose qui m'avait étonné. C'est quelque chose, disons, qui change à un certain moment, mais surtout en août, septembre, octobre 1938, on trouve des jugements comme celui sur les journaux La Volonté. Je cite. Les Juifs italiens de Tunisie, ça c'est le commentaire en septembre 1938 à l'application de loi raciale, les Juifs italiens de Tunisie ont aussitôt offert leur alliance pour la grandeur de l'Empire, leur argent, leur matériel clinique, leurs soins, leur temps et ensuite leur derrière à la botte mussolinienne. Diront-ils merci? Alors, c'est quand même des jugements assez violents. Et de son côté, Tunis Socialiste, qui était l'organe local de la SFIO, présente les lois raciales, encore une fois, sous une lumière assez sévère vis-à-vis des Juifs livournais. Présente comme un brutal retournement des situations. Voilà que le fascisme vient de mettre les Juifs, dont quelques-uns d'entre eux ont contribué au massacre des Éthiopiens. Là, les journaux parlent de l'engagement de certains officiers d'origine livournaise dans la campagne d'Éthiopie, sur le même plan d'inégalité que les Éthiopiens eux-mêmes. Et là, il y a un article publié en octobre 1938 qui, encore une fois, fait les points sur cette situation paradoxale. La position des Juifs italiens de la Régence est angoissante. Lorsque l'Italie était un royaume avec un roi, un peuple, un parlement et un gouvernement responsable, les Juifs italiens de la Régence, à l'avant-garde des idées démocratiques, militaient avec ardeur et succès dans tous les groupements sociaux, philosophiques, politiques et littéraires où l'on prétendait avec fierté conduire les hommes dans la voie du progrès et sur les chemins des libertés. Mais lorsque l'Italie fut devenue une dictature et un empire, les Juifs italiens de la Régence se précipitèrent à l'avant-garde du fascisme. C'est bien mal récompenser le zèle indéniable avec lequel, pour la plupart et les plus souvent, ils ont servi le régime. Les Juifs italiens de la Régence en sont déchirés atrocement. Donc, en conclusion, le cas de Juifs italiens de Tunisie et ses rapports avec le fascisme montre qu'il serait, à mon avis, réductif de lire la relation à la propagande du régime comme une opposition entre fascisme et antifascisme. Cette alternative est trompeuse. Il n'y a déjà pas un bloc homogène des Juifs italiens qui se comportent de la même façon, du fait de participer à la même communauté religieuse ou de partager un statut social. Il y a des positions très nuancées. C'est un groupe traversé par des positions très différentes. Et en même temps, on trouve parfois une certaine porosité au slogan du fascisme que j'ai retrouvé aussi dans des entretiens menés aux années 2000 et 2010. On retrouve parfois, après 70 ans, certains piliers de la propagande fasciste, par exemple l'identification exclusive du fascisme avec la patrie italienne, un élément qui avait été déjà souligné par l'historien Emilio Gentile. Le fascisme prétend s'identifier avec l'Italie, et donc, très souvent, j'entendais dans mes entretiens, nous, on n'était pas fascistes, on était italiens. Les jugements sous-entendus à cette phrase apparemment neutre, c'est que à l'époque, être italien et être fasciste était la même chose. C'est qui était exactement un slogan du régime. Et donc, j'aimerais bien terminer cette communication avec une phrase de l'historien Pier Giorgio Zunino à propos du succès de la propagande du fascisme. Une propagande qui agissait à plusieurs niveaux et qui parfois agissait de manière très sournoise, très invisible. Donc il a déclaré « Tout le monde ne croyait pas à tout, mais beaucoup croyaient à beaucoup. Ou du moins, ils croyaient à l'essentiel. » Et je crois que l'exemple de la population italienne en Tunisie montre que même dans des contextes périphériques comme en Afrique du Nord ou d'autres communautés d'immigration, cette logique était toujours à l'œuvre. Merci pour votre attention. Bien, merci Martino pour cette présentation. Donc, on va maintenant entendre le professeur Filippo. Non, Michele d'abord, pardon. Alors, on va d'abord entendre donc Michele Sarfati,
qu'il n'est peut-être pas besoin de présenter, mais je vais quand même le présenter. Michele est l'un des principaux historiens de l'histoire des Juifs en Italie, particulièrement à l'époque du fascisme. Il a notamment publié Gli ebrei nell'Italia fascista, vicende, identità, persecuzione. Il a été pendant des années le directeur du CEDEC, du Centre d'études juives donc de Milan. Et il a publié plus récemment ce livre intitulé I confini di una persecuzione, il fascismo e gli ebrei fuori d'Italia, donc le fascisme et les juifs en dehors d'Italie, entre 1938 et 1943. Sa communication... Ah oui, bien sûr, j'en profite pour faire de la publicité pour son texte, qui est un texte très original. Donc vous trouverez, et pour une revue que nous avons créée avec des collègues il y a quelques années, qui s'appelle, et je vous invite à nous faire de la publicité parce que nous en avons besoin, c'est une revue qui s'appelle Revue à l'armée, pas à l'armée comme l'armée, mais à l'armée qui est le sigle de Association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Et donc, nous publions en ligne cette revue, qui est une revue gratuite, qui publie énormément de choses, pas seulement sur l'antisémitisme, sur toutes les formes de racisme, mais il y a beaucoup de choses donc sur l'antisémitisme. Et récemment, donc, on a publié un texte très original donc, de Michele Sarfatti en français, que vous pourrez aisément consulter. Bien, Michele, à toi donc pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Je vous remercie de Martino. Oui, oui. On a un petit souci avec le PowerPoint parce qu'il ne marche pas avec, dans cet ordinateur. Donc, je vais utiliser les miens. Il arrivera. Je vous remercie de m'avoir invité. Malheureusement, je ne parle pas français, même si je m'appelle Sarfati, qui veut dire français in hébreu. In Hebrew, and je m'exprimerai in italien et Martino Pizzi m'a aidé à préparer une présentation qui va arriver. Et voilà, je peux débuter. Alla fine dell'Ottocento la Tunisia divenne un protettorato della Francia, ma l'Italia continuò a sperare di inserire nel proprio spazio coloniale almeno una parte della Tunisia o l'intera reggenza. Una questione importante è che fino all'inizio del Novecento il numero dei cittadini italiani in Tunisia era superiore, più alto del numero dei cittadini francesi. Questo equilibrio cambiò all'inizio del Novecento e nel 1936 i francesi erano 108.000 e gli italiani 94.000. Tuttavia, il consolato italiano di Tunisi assicurò il Ministero degli Esteri italiano che vi erano altri 30.000 italiani che non erano stati censiti come tali, come italiani in Tunisia. La questione della superiorità numerica di italiani e francesi è abbastanza chiaro, j'espère. Si, mais est-ce que vous voulez, parce que moi je peux le faire, que je fasse à chaque fois un résumé? Non, ça va. Bon. La questione della superiorità numerica era ritenuta molto importante dall'Italia liberale e poi dall'Italia fascista, nel caso che si fosse arrivati a un arbitrage internazionale.
Sapete che la maggioranza degli italiani era costituita da persone immigrate per lavoro e che vi erano i grana di circa 3.500-4.000 persone che avevano una posizione sociale più elevata sia rispetto agli altri ebrei tunisini, che erano molto più numerosi, sia rispetto agli altri immigrati italiani. Nel gennaio 1937 il Ministero degli Affari Esteri italiano, sempre italiano, chiese ai suoi rappresentanti di descrivere la situazione degli ebrei nelle loro circoscrizioni territoriali. Il console italiano a Tunisi, cancellario D'Elena, scrisse che gli ebrei italiani, virgolette, Guillermet, credo, formano finanziariamente e socialmente la parte migliore della collettività italiana di Tunisia e sono nella loro maggioranza iscritti al Partito Nazionale Fascista. Più che alla politica, però, badano ai loro interessi. Io sono continuamente totalmente al seguito di quello che ha riassunto Opizzi, perché la situazione era quella. Nell'autunno 1938 il regime fascista introdusse in Italia una dura legislazione antiebraica. In settembre 1938 il nuovo console italiano Giacomo Silimbani inviò al Ministero un rapporto interamente dedicato ai grana, scrivendo: gli ebrei livornesi svolgono con la consueta operosità e intelligenza un'attività soprattutto commerciale. Pochi gli industriali, pochissimi gli agricoltori. Il ramo delle assicurazioni è completamente nelle loro mani. Forti della loro posizione economica, saldamente uniti dal forte spirito razziale, le mot razza entra nei documenti ufficiali, influenti anche per le loro relazioni con la massoneria locale. Mussolini aveva vietato la massoneria nel 1926 in Italia. Questi connazionali israeliti formano un'elite dalla quale venivano presi nel passato i dirigenti delle nostre istituzioni. In questi ultimi anni hanno perduto terreno, poiché il consolato ha approfittato di tutte le favorevoli occasioni per sostituirli nelle cariche più importanti, con italiani ariani. Nelle parole favorevoli occasioni indicano la volontà di evitare che nella collettività italiana vi fossero tensioni che avrebbero potuto nuocere all'obiettivo massimo, supremo dell'acquisizione della Tunisia, nonché il problema che ogni sostituzione di persona richiedeva l'individuazione di un italiano non ebreo idoneo a svolgere quell'incarico. E dato la massa degli italiani erano contadini, pescatori, era difficile trovare delle persone. Nell'ottobre 38 Silimbani scrisse che procedo con fermezza, gradualità e prudenza nell'opera intesa a sostituire i dirigenti israeliti presso le nostre istituzioni. Procedo con fermezza, gradualità e prudenza, cioè applico totalmente la politica antiebraica, sempre cercando di evitare tensioni nella collettività italiana, e il vocabolo prudenza, secondo me, vuol dire evitare ripercussioni negative nella società tunisina e presso le autorità locali francesi e tunisine.
il mio parere è che secondo Silimbani l'obiettivo italiano dell'acquisizione della Tunisia aveva bisogno di quei non ariani, perché anche loro concorrevano a fare il numero delle persone in caso di arbitrato e perché le fratture erano considerate, le fratture nella colonia italiana erano considerate negative e pericolose. Va tenuto presente che la legislazione antisemita del fascismo italiano era valida principalmente all'interno del Regno d'Italia. All'estero le leggi antisemite italiane erano applicate ai dipendenti dello Stato, come i diplomatici o come gli insegnanti nelle scuole italiane all'estero, ma non in altri ambiti. C'è un documento del settembre 1938 del Ministero degli Esteri che dice l'ingresso degli studenti ebrei deve essere consentito in tutte le scuole italiane all'estero, a meno che in questi paesi non ci sia una legislazione antiebraica anche lì. Posso aggiungere una cosa molto complicata, la dico in sintesi. Nella primavera del 1939 Mussolini in persona approvò la proposta del console italiano a Gerusalemme di consentire alle imprese, alle aziende italiane in Palestina, banche, compagnie di assicurazione, eccetera, di avere personale ebreo per non perdere clienti ebrei. Siamo alla vetta, all'apice del pragmatismo o dell'opportunismo o come lo volete o come lo vogliamo chiamare. Il 10 giugno l'Italia, come sapete, nel 1940 attaccò la Francia. Quello che qui interessa è che il conflitto non si è concluso con il cambiamento della situazione giuridica della Tunisia, che rimaneva un protettorato francese. Quindi Silimbani continua a lavorare per questo obiettivo. La storia è molto lunga e complicata. A un certo punto, in ottobre 40, dopo le première statut des Juifs, Silimbani scrive al Ministero che bisognerà vedere se l'applicazione dello Statut des Juifs in Tunisia, bisognerà ricordare che le leggi razziste italiane hanno un valore interno dentro l'Italia e che il console italiano fascista prosegue un intervento ufficiale a favore della parità di diritti per gli ebrei italiani avrebbe una risonanza politica enorme, un eco politico enorme. Chi riceve l'ufficio a Roma che riceve i messaggi di Silimbani comunica quelli più importanti al ministro degli esteri Galeazzo Ciano, ed è Ciano che approva addirittura la proposta di Silimbani di difendere la parità di diritti degli ebrei italiani in Tunisia. Questa quando io le ho scoperto questi documenti è una cosa incredibile. Mentre perseguita gli ebrei in Italia e mentre perseguita gli ebrei nella colonia italiana della Libia, l'Italia, il ministro degli esteri dice difendiamo i diritti degli ebrei italiani in Tunisia. Questa è la chiave di tutta la politica italiana
di quegli anni. In uno di questi messaggi Silimbani scrive nel dicembre 1940: è necessario difendere fino alla prossima soluzione tutte le posizioni che ci hanno consegnato i fatti. È necessario che l'Italia difenda fino alla soluzione della questione, fino all'arbitrato, tutte le posizioni numeriche che ci hanno consegnato i fatti. E il ministero risponde a Silimbani dicendogli: d'accordo, agisci per sottrarre le persone, per far esonerare le persone di cittadinanza italiana alle restrizioni stabilite dal decreto antiebraico. Quindi c'è piena consonanza fra Silimbani e Ciano, e noi dobbiamo essere certi che ci fosse piena consonanza fra Ciano e Mussolini. Non solo, ma la Tunisia assume un ruolo molto più importante rispetto ai confini geografici della Tunisia. E nel marzo 1942 Silimbani scrive a Parigi: il problema prospettato dai decreti beylicali del marzo 42 è per l'Italia più che un problema di difesa di interessi e di diritti di una categoria di nostri cittadini, è un grave problema mediterraneo di importanza politica nazionale, la cui definizione può arrecare elementi determinanti nella lotta per le influenze che da 60 anni si combatte nel Mediterraneo fra l'Italia e la Francia. Dopo questo scambio di messaggi, nell'estate 1942 c'è una complicata trattativa fra il Ministero degli Esteri, l'ambasciata italiana a Parigi, Buti, il console italiano a Vichy, che si chiama Zoppi, che discutono cosa fare e parlano con un rappresentante del Ministero degli Esteri francese a Vichy. Qui non c'è, io ora non ho tempo per descriverla tutta, ma nonostante la contrarietà, il parere contrario del residente generale in Tunisia, questa trattativa si conclude con Vichy che dice all'Italia che va bene, sospende per il momento l'applicazione delle leggi patrimoniali agli ebrei italiani. Mentre Vichy dice queste cose a Roma tramite personale diplomatico, Vichy fa alcuni accenni alle pressioni tedesche. Questo è un altro punto importante, perché Roma e Berlino erano alleati di prima classe e Vichy era alleata di seconda classe in quel momento. L'Italia non sopportava questa. Per l'Italia diplomaticamente era molto grave che Vichy osasse, arrivasse al punto di menzionare, la mia ultima pagina, di menzionare cosa volevano i tedeschi, il governo nazista. Allora nell'agosto 42 viene incaricato l'ambasciatore italiano a Berlino di dire al governo tedesco, Alfieri, con una formula, con il linguaggio diplomatico: ci sarebbe gradito, s'il vous plaît, se fossero evitate interferenze nelle trattative italiane con Vichy sulla Tunisia.
e la Germania consente. La Germania il governo tedesco decide, va bene, il 16 settembre 42 il Ministero degli Esteri tedesco scrive alla sua ambasciata a Parigi di disinteressarsi, non interessarsi più della politica antiebraica in Tunisia, e che questo era un tema unicamente italo-francese. Poi, come sapete tutti, il 9 novembre 42 tutto cambia, 1942 c'è l'invasione e questo pezzo di storia finisce. Ma se ho ancora 2 minuti per un pochino di conclusioni che allargano al Mediterraneo. Nei primi decenni del Novecento vi erano ebrei di cittadinanza italiana, una cittadinanza complicata, come hanno detto tutti gli oratori, i relatori che mi hanno preceduto, ma insomma una cittadinanza italiana in molti paesi del Mediterraneo che non erano controllati dall'Italia. In Tunisia, a Tunisi, in Egitto, a Alessandria, in Grecia, a Salonicco, e poi ancora in Turchia, in Palestina nuovi immigrati, in Francia molti immigrati dai paesi precedenti, sempre ebrei italiani. A Tunisi, a Salonicco, molti ebrei italiani avevano uno status sociale elevato e un ruolo economico importante. Nel porto di Salonicco i consoli italiani dicevano di Salonicco che gli ebrei facevano muovere metà dei rapporti economici. Quindi erano elementi importanti per la politica espansionistica italiana e lo erano all'epoca dell'Italia liberale e poi dell'Italia fascista e poi dell'Italia fascista antisemita. È in questa situazione che il Ministero degli Affari Esteri dell'Italia fascista decide prima di difendere i beni posseduti dagli ebrei italiani in Tunisia e poi di difendere i loro diritti generali come persone. E poi nelle prime settimane del 1943 arriva a difendere le vite degli ebrei italiani, solo italiani, in Francia, Belgio e altri paesi e a Salonicco. È un crescendo continuo. Questa situazione e queste politiche si interruppero l'8 settembre 43. Tornando alla Tunisia, l'obiettivo dell'Italia fu di ottenere l'esenzione degli ebrei italiani dalle leggi di arianizzazione dei beni e questo obiettivo fu raggiunto nel senso che il residente e il BEI accettarono di renderle non operative. Questa era una situazione provvisoria e instabile, ma durante la guerra molte cose erano provvisorie e instabili ed era difficile avere soluzioni definitive in guerra. Nell'estate 1942 a questo obiettivo l'Italia affiancò un secondo obiettivo, il riconoscimento da parte del governo tedesco del fatto che spettava solo all'Italia decidere il trattamento degli ebrei italiani in Tunisia. Anche questo fu raggiunto e, se volete, andando su un quadro molto generale, questo ci mostra che ancora nel 1942 l'Italia fascista aveva potere di contrattazione con l'alleato e, per motivi molto complicati, che qui non diciamo, l'alleato tedesco accettò di riconoscere questi diritti, non trovo la parola, all'alleato italiano. Je m'excuse à nouveau pour pas avoir parlé à votre langue. Bien, merci Michele pour
Cette intervention qui montre bien, je crois, comme tu y as insisté, le pragmatisme des Italiens qui confine au cynisme à bien des égards. Et ce que tu nous as expliqué à propos de l'attitude à l'égard des Juifs donc italiens de Tunisie vaut dans une large mesure pour l'attitude des Italiens dans la zone d'occupation française, qui est un sujet sur lequel c'est difficile justement de se faire entendre quand on a travaillé sur ces questions ici en France, parce qu'en France, le mythe du bravo italiano est plus important encore peut-être qu'ailleurs. Et je crois que là, tu as bien montré sur la Tunisie quels sont les mécanismes qui ont pu conduire effectivement les Italiens à s'opposer à certaines déportations, non par humanisme, mais pour des raisons de réel politique que tu as très bien soulignées. Alors, nous allons entendre comme dernière intervention donc le professeur Petrucci, donc, qui est professeur d'histoire de l'Afrique à l'université de Genova, qui a travaillé pendant 5 ans donc, au mémorial des États-Unis, Holocaust Memorial Museum, donc aux États-Unis, et qui est l'auteur de différents ouvrages, parmi lesquels un livre intitulé Gli Ebrei in Algeria e in Tunisia, qui traite de la période donc 1940-1943. Alors, ce panorama va être à présent va nous conduire à présent à une exploration cette fois de la mémoire donc de la Tunisie dans la mémoire donc des Juifs italiens. Merci à l'Alliance, merci à la Société d'histoire juive de Tunisie. Ça fait 21 ans que j'étais à Paris pour ma première conférence avec vous, avec la Société. Donc, tempus fugit. C'est beaucoup. Et j'essaye, vu qu'on est presque à la fin, on est même fatigué, j'essaye de parler de la mémoire, que ce n'est pas un thème pas du tout facile. Et après, j'essaierai même de, si on arrive avec les moyens techniques, de montrer quelques petits morceaux d'entretien. Parce que pendant les dernières 5 années, je travaillais pour le United States Holocaust Memorial Museum et je fais pour eux beaucoup d'entretiens, beaucoup, 140. Et pas mal d'entre eux sont même sous les Juifs de l'Afrique du Nord. Donc, la mémoire, qu'est-ce que c'est la mémoire, avant tout? Quel est le souvenir que les Juifs italiens gardent d'eux-mêmes un lien avec leur passé en Tunisie? C'est un sujet complexe, comme nous avons déjà vu sur beaucoup des autres aspects liés aux Juifs italiens de Tunisie. Et d'autant plus que, contrairement, par exemple, à la communauté juive française de Tunisie, la communauté juive italienne a produit peu de témoignages. Il existe quelques récits familiaux. Il y a des expériences marquantes comme celle du Corriere di Tunisi. Mais il est vrai aussi qu'en matière de mémoire et même des travaux universitaires sur le sujet, sur les souvenirs des familles même, nous disposons de très peu de documents sur les Juifs italiens de Tunisie. Pourquoi? Encore une fois, on a dit plusieurs fois pour plusieurs thèmes, pour plusieurs raisons. D'abord, dans l'après-guerre, il n'y avait ni les désirs ni les besoins immédiats de préserver un souvenir aussi vif de l'expérience tunisienne pour les Juifs italiens de Tunisie. Ce n'était pas nécessaire. Si on considère différentes histoires, non pas celles des Juifs italiens de Tunisie, dont l'histoire dans ces pays remonte à plusieurs siècles, mais par exemple, celle de la communauté des Tripolini, c'est-à-dire les Juifs de Tripoli, de la Libye, qui sont venus en Italie, les Juifs libyens arrivés en Italie, qui étaient citoyens italiens ou non, se sont efforcés de préserver cette mémoire et sont désormais, par exemple, très actifs sur les réseaux sociaux, partageant leurs récits de leur histoire gastronomique à celle de leur communauté. C'est très actif, cette communauté.
Ils font beaucoup de choses en Internet. Ils parlent beaucoup de la Libye. Ils parlent beaucoup du passé, mais même d'aujourd'hui. On a plusieurs sites web militants qui documentent leur expérience, ce qui n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les Juifs italiens de Tunisie. La participation, leur engagement a été moindre. Peut-être parce que pour la Tunisie en général, la mémoire de la communauté italienne en tant que telle a pesé plus lourd et que l'accent n'a pas été mis sur le judaïsme. C'est-à-dire, les Juifs italiens eux-mêmes, ceux qui n'avaient pas renoncé à leur nationalité parce qu'on a vu qu'il y avait des renonces, se sentaient tout simplement italiens. Donc, ils n'ont pas foncé sur le fait qu'ils étaient des Juifs italiens. Ils ont raconté leur expérience en tant qu'Italiens de Tunisie. Même si on regarde des Juifs italiens qui, après la guerre, ils ont fait des histoires importantes en Italie, des politiciens. On a une mère, une madre constituante, une femme qui était une des 21 femmes qui ont écrit la Constitution en Italie, c'était une juive de Tunisie, pas italienne, elle était mariée à un Italien, mais on n'a pas... Non, elle était italienne, elle était juive italienne, mais elle a écrit un livre sur son histoire, Mabrouk, mais enfin, elle apparaît énormément présente de l'expérience politique. Elle n'a pas souligné le fait qu'elle était juive. Qu'est-ce que signifie cela? On va essayer de le comprendre. Il est intéressant de constater, dans les entretiens que j'ai pu faire, que les Juifs d'origine italienne, même parmi ceux qui se sont francisés, ils sont, dans quelque façon, liés à leur italianité. Ils veulent la mettre en avant. Donc, ils soulignent l'être italien, beaucoup plus que l'être juif. Sans doute aussi parce qu'ils ont maintenant plus âgés. Il y a même ces aspects-là. Quand on va en prendre des témoignages des personnes qui sont âgées, c'est clair que quand ils rappellent le passé, souvent, ils rappellent les choses meilleures. Et pas seulement leur italianité, si je peux utiliser ces mots, car leur histoire souvent commence. Ma famille vient du Portugal, donc tout le temps, ça commence du Portugal et je devais tout le temps couper parce que oui, on n'a pas 4 heures pour faire l'entretien. Donc, les entretiens réalisés, dont je vous présenterai quelques exemples, sont intéressants car ils indiquent clairement que les Juifs italiens formaient en général une élite, on a dit ça dans toutes les langues, et aucune occulte l'existence des différences entre les Juifs italiens, français et tunisiens. On va utiliser simplement juifs italiens, français, tunisiens. On ne va pas utiliser la communauté juive, la communauté italienne. Comme ça, on n'a pas de problème. Mais c'est clair qu'il y avait des juifs italiens, des juifs tunisiens, des juifs français. On laisse d'un côté pour un moment l'aspect plus technique. Souvent, sur les interviewés a souligné que cette différence était censitaire. Enfin, c'était même une question d'argent. Entre riches, il y avait des contacts dans toutes les communautés, avec les Arabes, avec les Français, avec les Maltais. Donc, c'est, peut-être je suis un peu vulgaire, mais j'utilise le mot argent parce que c'est justement une question de business. Si on peut faire des affaires, on part avec tout le monde. Et quand même, avec les Français, il y avait des différences et même du recul. Et ces différences, on peut les retrouver même dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de travaux dédiés aux Juifs italiens de Tunisie faits par des Français jusqu'aux années 90. C'est-à-dire, on parle un peu des Italiens de Tunisie, de la communauté juive italienne de Tunisie, à l'intérieur des travaux plus généraux, mais pas spécifiquement de ces communautés. Après, bon, on a déjà cité Lionel Lévy et il y aura après des autres, mais c'est plutôt tard, ça arrive. Et c'était même Paul Sebag, je ne sais pas qui a cité Paul Sebag avant, mais Paul Sebag, il a parlé des résistants italiens, des juifs italiens de Tunisie qui faisaient partie de la résistance, mais justement Paul Sebag, c'était tunisien. Et c'est intéressant que c'est quelque chose qui s'en montre très longtemps, parce que si on va voir les livres d'or de Tunisie publiés en 1932, on ne parle pas, par exemple, de Giacomo di Castelnuovo.
Et c'est drôle qu'aujourd'hui, même ici à l'Alliance israélite universelle, Giacomo di Castelnuovo, qui était une des plus actives de l'Alliance israélite universelle à Tunis, qui a contribué énormément à ouvrir l'école de l'Alliance israélite universelle, a été cité par un prof tunisien, pas par un français. Enfin, Castelnuovo, il n'est presque jamais nommé. Donc, personne n'a parlé de Castelnuovo aujourd'hui, qu'on parle des Juifs de Tunisie, des Juifs italiens de Tunisie, à l'Alliance israélite universelle. La personne qui a contribué à ouvrir ça à Tunis, c'était un Juif italien, enfin, mais il n'a pas été nommé. Et donc ça, même, c'est un peu étrange, parce que souligne une liaison pas toujours amoureuse. Alors, donc, je vous propose quelques extraits d'entretien. J'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, ça sera vraiment dommage. J'ai essayé de mettre des témoignages un peu différents. Clairement, encore une fois, il faut souligner, moi, j'ai bien aimé faire ce travail, mais les archives sont essentielles pour écrire. Donc, quand on parle avec quelqu'un, chaque fois, la mémoire peut changer avec l'âge, peut changer avec les expériences personnelles. Donc, moi, en général, je préfère les archives physiques, mais je pense que même les témoignages, ils peuvent aider à décrire une histoire. Après, on doit faire le double check, mais on peut les utiliser. Je pense qu'on peut les utiliser. Donc, on va essayer, et j'espère que ça va marcher, avec Elia Boccara. Elia Boccara, il était, en plus, il était une il était professeur, il était un des premiers à écrire beaucoup sur la communauté juive italienne de Tunisie. Il a écrit plusieurs livres et même des articles plutôt grands, plutôt importants. Je l'ai rencontré il y a 2 ans, je crois, et je vais vous montrer un petit extrait. Vous l'entendez? Ho saputo di essere ebreo senza capire bene a che cosa volesse dire, perché mio padre ha insistito sul fatto soprattutto che io ero livornese e soprattutto che io ero italiano. Donc, j'ai trouvé très vite, ils disent, oui, quand je suis né, je savais être juif, mais surtout, mon père m'a dit, oui, toi, tu es juif, mais toi, tu es livornais et italien. Ça, c'est l'important. E questo. E poi mi sono accorto successivamente che mio padre contestava, diciamo, anche il fatto che io dovessi fare il bar mitzvah, e cioè quell'inizio alla maggioranza religiosa, perché assolutamente aveva fatto un'esperienza cui si era molto depresso dinanzi al modo in cui si svolgevano queste cose. Donc, vous avez compris, le père ne voulait pas même lui faire le bar mitzvah parce qu'il était déprimé par son expérience. Quindi niente religione, soprattutto l'Italia. E mi spiegò che suo padre stesso gli aveva detto, quando ha raggiunto la maggiore età, Giorgio, senti, sì, siamo ebrei, va bene, non lo dimenticare, ma adesso renditi conto che la cosa più importante è che siamo italiani. È la cosa più importante e quell'altra lo è meno. E mio padre se l'è ricordato sempre e non ha mai deviato, neanche quando, diciamo, ci sono state leggi razziali. Ça, c'est important parce qu'enfin, c'est déjà les grands-pères d'Elia Boccara qui disaient à son père que c'était plus important d'être italien. Et le père était tellement rentré dans cette idée que même après les lois raciales, il a continué à être italien, malgré tout. Même si la chose un peu particulière, c'est que Boccara, et ça, je vous dis ça parce que sinon, merci, ça prend trop de temps. Dans la maison, il parlait français parce que toute la famille a fait des études en langue française parce que les écoles étaient mieux, selon les parents. C'est un peu une contradiction, ça, mais et c'est pour ça, par exemple, que Boccara, quand il est venu en Europe, en Italie, il était prof de français.
mais primum vivere, deinde philosophare. Il faut vivre, après on peut faire. Donc, les Français, c'était bien pour le travail, on apprend le français, après on doit vivre. Ok, alors on passe à la deuxième. Jacqueline Sebag disegni, Babette, c'était... Je l'ai fait par... elle était aux États-Unis, je l'ai fait par email, par internet. Esatto. Dove c'era l'ambasciata italiana anche lì vicino. Ma io con l'ambasciata italiana all'epoca non ero italiana, diciamo, si conosceva mio marito, ma poco. Ecco, ci può dire, lei diceva, suo padre è stato architetto, come si chiamava? Joseph Daniel Sebag, S-B-B-E-G. Ecco, ed è nato in Tunisia? Oh, oui, famiglia tunisina. Sua madre non parlava il francese. Certo. La lingua sia per dire che la lingua estera che parlava era l'italiano. Come molti, tutti parlavano prima l'italiano. Gli italiani hanno avuto una grossa influenza in Tunisia. Alors, elle dit que son père, il parlait même l'arabe, parce qu'il était un juif tunisien, mais sa grand-mère, elle parlait l'italien, elle parlait l'arabe et l'italien, mais pas le français. Parce qu'on n'était plus, on a dit justement que jusqu'en 1931, il n'y avait plus d'Italiens que des Français en Tunisie, donc c'était plutôt normal. Poi sono venuti i francesi. Ça, il ne faut pas le traduire. E come si chiamava sua mamma invece? Marguerite Goldman. E di dov'era? Sì, e non era di Tunisi, mia madre era di Alzania. Tanto focolare libre. E come mai era finita a Tunisi dall'Alsazia? Perché si sono conosciuti a Parigi mio padre e mia madre. Mio padre, insomma, era quello che si diceva un célibataire impénitent. Oui, donc ils se sont rencontrés à Paris, elle venait d'Alsace, et ils se sont rencontrés après. Et après, ils sont venus en Tunisie. Okay. Di mia madre che era Sì, ecco, l'atteggiamento com'era nei confronti ad esempio degli ebrei tunisini? erano i poveri. Et ça c'est un peu ce que je disais juste avant. Je lui demande comment c'était les relations avec les Juifs tunisiens. Elle dit, et elle répond, il y avait les pauvres et les riches. Et c'est tout, il faut ajouter rien. Detto tutto quando... Religiosa? No. Bon, on skip un petit peu, mais... Ecco, lei adesso ha raccontato appunto che sua mamma veniva dall'Alsazia, poi molto francese, ma suo padre, che era nato in Tunisia, aveva ottenuto la cittadinanza francese oppure era già francese da prima? Perché ha detto che sua nonna ha ottenuto. Quindi è nato come ebreo tunisino. E parlava anche altro suo padre. Fluente, come si dice? Ok. E in casa parlavate anche arabo voi? No, ma io non lo sapevo. Insomma, non si tardava a scendere così. Ça, je pense que vous l'avez compris. Les pères, ils parlaient arabe, donc je lui demande, et à la maison, vous parlez arabe? Non, absolument pas. On ne descendait pas. On ne parlait pas arabe. La bonne. Sì, o malteo arabe, elle dit ça. Per carità. No, è chiaro, diciamo, è molto chiaro quello che dice, perché ovviamente nel momento in cui c'è stato il passaggio da tunisino a arabo, c'è il tentativo appunto di
distanziarsi, diciamo, dalle... Infatti lei diceva prima che era tutta una questione di soldi, cioè la differenza era di economia, ma lei aveva dei rapporti con, ad esempio, bambini italiani o francesi o arabi oppure maltesi? No, ma certo che ce l'aveva, era una questione di classe. Je lui demande, vous avez des relations avec des Maltais, des Arabes? Oui, on les avait, mais c'était une question de classe. C'est-à-dire, la classe sociale, ça compte, donc s'ils étaient dans la même classe, oui, sinon non. Perché pari classe? Pari classe, veramente. Non c'era, sì, c'era proprio un po' di, non di sprechi, non andiamo in casa mia, non lo so, per gli altri, les autres. Donc on ne parle pas de dedans pour les autres, mais simplement on ne se fréquentait pas. Ma in genere, insomma, non c'erano, non ho ricordi, erano ricordi veramente di differenza di classe. Gli uni erano lavoratori, oppure domestici, era questa la differenza. Non è perché uno era maltese che non era bene, però le donne di fatica erano maltesi. Donc, c'est pas parce qu'il était, quelqu'un venait de mal, il était maltais, il était mauvais. Mais simplement, les femmes de ménage, il était maltais dans ce cas. Donc, c'est ça. Ecco, e lei che invece appunto dell'italiano, cosa pensa? Prima di suo marito, prima quando era piccolina, nella sua famiglia, come ne parlava dell'italiano? Non con molto rispetto. Ah, alors, je lui demande, et des Italiens, comment, parce qu'après elle s'est mariée en italienne, mais comment on parle des Italiens dans la famille? Pas avec trop de respect? Non con molto rispetto. Devo dire avec des dents. Avec des dents. Avec des dents. Ça, c'est plutôt clair même. Donc, encore une fois, parce que après, elle va continuer. Clairement, elle parle des Italiens, pas juifs. On parlait avec des dents des Italiens. Mais dans ce cas, elle va dire ça, les juifs italiens, ils ne rentraient pas dans les dedans. Donc, il y a une différence. J'ai combien de temps encore? 5 minutes? Je mets 2 minutes de Lombroso, après on va finir avec Renato Bensasson. Alors, Bruno Lombroso est un ophtalmologue était parce qu'il n'est plus, de Rome, plutôt fameux. C'est pas parce que avant de l'entretien, il y a pas mal d'années, je lui avais envoyé mon mémoire de maîtrise. Il m'avait envoyé son histoire de famille, parce qu'il a fait une histoire de famille en français. Et ça, c'est sympa parce que c'est en français. Justement, c'est même intéressant parce qu'il y a des frères qui ont suivi notre chemin. Enfin, ils sont allés en France, ils vivent en France. Il avait son père qui est resté pour beaucoup de temps en Tunisie. Et quand je lui dis pourquoi, il m'a dit parce que la Tunisie est belle. Et donc, il vivait bien et ne voulait pas quitter la Tunisie. Et j'ai rencontré à Rome, c'était post-Covid, mais on a fait l'entretien comme ça parce qu'il a préféré faire ça. Donc, seulement dans la dernière partie, il montre son visage, mais c'est lui. L'età di 18 anni. Può raccontarci com'era vivere in Tunisia in quel periodo, com'è stata sia la sua infanzia e poi la sua adolescenza? La mia infanzia è bellissima, perché la Tunisia è un paese magnifico, un paese tollerante, stavamo tutti benissimo. Donc, je lui demande comment était son enfance, elle était magnifique. La Tunisie, c'était magnifique, nous vivions très bien. J'étais un gamin super content, donc rien à dire. Poi c'è stata la guerra e abbiamo avuto tutti i problemi. Dopo la guerra, ovviamente, ancora più problemi perché... Et après, il y a la guerre, on a eu la guerre, on a eu beaucoup de problèmes. Et après la guerre, on a eu encore des problèmes. Pourquoi?
papà è deportato dai francesi perché è italiano, mentre mio fratello è deportato dai tedeschi perché è ebreo. Ça, c'est intéressant, parce qu'on retourne un peu à ce qui s'est passé avec les Juifs italiens, qui ont subi toutes les lois raciales de tous les pays. Le père était déporté par les Français parce qu'il était italien. Et donc, dans ce cas, après la déclaration de guerre, et même après la guerre, il y a un moment dans lequel les Italiens, justement parce qu'ils étaient des ennemis, ont été mis dans les camps. Les frères déportés par les Allemands parce qu'ils étaient juifs, dans la même famille. Et moi, j'ai trouvé même des autres histoires comme ça. C'est intéressant qu'ils utilisent le même mot. Déportés, si, même ça, ouais. Donc, ceux qui déportent sont les Allemands et les Français. Si, mais ça, c'est ouais, c'est vrai. C'est fort, hein? Et il faisait plutôt attention au mot. Hein. Et... Non italiano. Che differenza c'erano con le altre comunità ebraiche? Quelles étaient les différences avec les autres communautés juives tunisiennes? Ci credevamo superiori, più distinti, più coltivati, più moderni. On se croyait supérieur, plus cultivé, plus moderne. Ma quindi questa era verso l'altra comunità ebraica e verso la comunità italiana invece come era? Eravamo italiani, Ecco, questo sentimento era molto pronunciato. assolutamente, eravamo italiani. Et par contre, si on lui demande avec les autres Italiens, à part les cas qu'on a dit et que bien sûr ça existait, c'est la communauté. À part les cas, parce que justement, Martino vient bien de raconter tout, et comme il vient de dire, il y avait tout le temps de contractation sociale, on peut le définir même au niveau politique, mais la communauté elle a continué à se voir comme italiens. Et donc, ils étaient des Italiens. Et pour finir, comme ça j'arrête, mais simplement parce que j'aime bien le montrer, c'est Renato Bensasson. Renato Bensasson, c'est super intéressant parce que lui et Lombroso, ils étaient tous parents de Castelnuovo. Et donc, on retourne à Castelnuovo encore, qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années, je pense, une espèce d'énorme rendez-vous avec une centaine de personnes d'Italie, Tunisie, France, d'Israël, en Italie. Et ils ont même publié une espèce de petit travail. Et donc, ce qui est intéressant dans cet entretien, j'arrive jusqu'à la fin, ce sont deux choses. La première, c'est qu'il voulait parler italien. Donc, on commence l'entretien en italien. Dans un certain moment, peut-être parce que même il était fatigué, on tombe sur le français et on reste sur le français, mais il voulait pas, et il parle très bien italien, à mon avis. Et la deuxième, c'est simplement parce qu'on a parlé des origines des Italiens et même du fait qu'ils étaient liés à leur passé pour plusieurs aspects. Il raconte qu'une partie de la famille, c'est peut-être un frère du grand-père. Il a même suivi Garibaldi pour des ans. Antifasciste. Et quand ma sœur aînée faisait le salut fasciste, elle était Balilla, et il a sorti de l'école italienne, qui était cette école qui dépendait des Bensasson, et l'a mise à lycée à Montpellier. Et donc, et moi aussi, j'étais à l'asilo, mais l'asile était très fasciste. Et par exemple, il était furieux parce que le drapeau italien, c'était le drapeau fasciste avec le fasce dans le blanc. Donc, il m'a mis au lycée Carnot pour cette raison. Alors, vous étiez combien de fils? Vous, votre frère Mario? Et j'avais deux sœurs. Une sœur aînée, Gabriella, et une sœur cadette, Anna Maria. Okay. Ah, c'est bon. Mais pourquoi votre père il était antifasciste? Il y
avait presque tous les juifs livournais étaient antifascistes. Leurs pères étaient tous francs-maçons. Bah, je voulais justement montrer ça parce que ça c'est lié à l'intervention avant. C'est clair que c'est pas vrai. C'est justement c'est important pour cette raison quand on prend des témoignages, faire une comparaison avec les données des archives. Mais c'est en même temps vrai l'aspect des francs-maçons que ça revient tout le temps, même dans l'histoire familiale. Merci pour le temps, merci pour l'attention. Alors, merci beaucoup pour ces trois interventions très riches.